d'ailleurs. Merci d'être présent aujourd'hui. Juste pour que l'information soit claire, Mme Langlois a tout à fait raison de dire qu'il y a un article disponible sur notre site web, l'article qui a été coécrit par Jocelyn McClure, professeur ici à la faculté de philosophie de l'Université Laval, et Marie-Noëlle Saint-Pierre, qui était conseillère en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Cet article présente les grandes lignes des enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle, incluant les effets que l'intelligence artificielle pourra avoir sur le monde du travail. Le document de travail que je viens de vous présenter aujourd'hui approfondit cet enjeu des effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Donc, la présentation que je vais donner aujourd'hui porte, comme je le disais, sur les effets sur le monde du travail de l'intelligence artificielle et par le fait même aussi de l'automatisation, du remplacement de la force humaine par des machines qui en fait, que l'intelligence artificielle permet d'automatiser des nouvelles tâches. Plus spécifiquement, je vais discuter d'enjeux liés à la justice sociale et plus particulièrement à la justice distributive. Donc, comme je le disais, nous avons travaillé à la Commission dans les derniers mois à identifier les enjeux éthiques liés aux effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail donc, à identifier des questions éthiques auxquelles il faut répondre pour que l'intelligence artificielle, le déploiement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail favorise le bien commun, soit bénéfique pour le plus grand nombre possible. Donc, le document de travail devrait être publié sur notre site web dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais déjà, je peux vous dire qu'on a identifié deux grandes familles d'enjeux éthiques qui sont liés aux effets ou à l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Le premier enjeu que je vais approfondir aujourd'hui, qui est celui de la justice sociale, la justice distributive. Le deuxième enjeu a, pour sa part, à voir avec la dignité et le bien-être des travailleurs et porte plus spécifiquement sur l'influence que l'intelligence artificielle pourra avoir sur l'organisation du travail comme tel. Par exemple, le fait que les travailleurs pourraient être appelés à collaborer de plus en plus avec des machines qui utilisent des systèmes d'intelligence artificielle, travailler avec ce qu'on pourrait appeler des robots collaboratifs, même des robots qui deviennent des gestionnaires. Mais, juste pour que ça soit clair, aujourd'hui, je laisse cette famille d'enjeux, donc une discussion liée à la dignité ou bien-être des travailleurs de côté, pour me concentrer sur la justice sociale. Et je vais évidemment y revenir dans un instant, mais notre objectif par nos travaux sur l'intelligence artificielle à la Commission, c'est pas nécessairement de nous prononcer sur l'intelligence artificielle comme telle. On ne peut pas nécessairement dire oui ou non à l'intelligence artificielle. C'est pas nous apprendre non plus de nous prononcer sur l'aspect éthique de la recherche fondamentale sur l'intelligence, quant à l'intelligence artificielle, mais plutôt de faire porter une réflexion sur les effets que va pouvoir ou que pourrait avoir en fait l'intelligence artificielle sur notre monde, sur différents aspects de notre vie sociale, incluant évidemment le travail. Donc, avant de vous présenter les grandes lignes de notre réflexion, je vais présenter brièvement ce qu'est la Commission en éthique et en sciences et technologies, la CEST. Ensuite, je vais définir l'intelligence artificielle. Alors, en fait, je vais proposer une définition de l'intelligence artificielle. Ici, je n'ai pas du tout la prétention ni de savoir, ni de vous expliquer comment fonctionnent les différents systèmes d'intelligence artificielle. Ce que je cherche à faire, c'est plutôt une distinction conceptuelle. Et l'objectif de cette section, c'est surtout que ce soit très clair de quel type d'intelligence artificielle on parle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans le monde du travail, du moins pour le moment. Ensuite, je vais revenir brièvement sur les objectifs de la CEST, sur les objectifs qu'on a dans notre réflexion actuelle, pour ensuite m'attarder, quoique rapidement, sur certains aspects méthodologiques. Je pense que c'est important de s'attarder sur ces aspects-là. Pour mieux comprendre notre démarche, mais aussi pour comprendre certaines difficultés auxquelles on fait face lorsqu'il s'agit de réfléchir aux effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail en 2019. Ensuite, je vais présenter brièvement les effets qui sont les plus probables de l'IA sur l'emploi et le travail, pour finir finalement avec quelques enjeux en fait, quels enjeux ces effets soulèvent sur la justice sociale. Donc, la mission principale de la Commission de l'éthique en sciences et technologies, c'est de instaurer une réflexion qui se veut ouverte, qui se veut pluraliste, qui se veut également permanente sur les enjeux éthiques associés à l'activité scientifique et technologique. Donc, la Commission se penche en priorité sur des enjeux éthiques qui n'ont pas été traités par d'autres instances, qui
des enjeux qui n'ont pas de réponse complète dans la littérature éthique, et évidemment aussi dans le droit. Donc, c'est une commission permanente du gouvernement du Québec qui relève du ministère de l'Économie et de l'Innovation, est constituée de 2 instances, les membres, dont un président, Jocelyn McClure étant actuellement le président, et le secrétariat. Les conseillers en éthique comme moi, on fait partie du secrétariat. Donc, il y a 13 membres au total, ils sont tous nommés par le gouvernement. C'est des membres qui ont une expertise en éthique, qui ont une expertise en technologie, une expertise en sciences, qui peuvent provenir de différents domaines, la recherche universitaire, l'entreprise privée, etc. Et comme vous le voyez à la diapo, la mission de la CECST est double. D'abord, conseiller de ministre sur toute question relative aux enjeux éthiques liés à la science et à la technologie. C'est la première mission de la commission. Ensuite, de susciter une réflexion chez les décideurs et chez le grand public. Et évidemment, les enjeux liés à la science et à la technologie sont complexes. Donc, la commission fait appel à des experts dans la réalisation de ses travaux, principalement dans la réalisation d'avis, qui est le principal extrait de la commission. Donc, il y a formation de comité de travail composé d'experts pour explorer différents thèmes. Juste pour donner quelques exemples, dans les dernières années, la commission a publié sur les soins de santé personnalisés, sur le trading haute fréquence, sur la ville intelligente et tout récemment sur la modification génétique. C'est tous des avis qui sont disponibles sur le site web de la commission. Donc, tranquillement, l'intelligence artificielle prend un rôle de plus en plus important dans nos vies quotidiennes, même parfois sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on soit nécessairement tout à fait conscient que nous interagissons avec l'intelligence artificielle, que ce soit par exemple par les outils de reconnaissance vocale qu'utilisent les assistants personnels comme Alexa, Google Home ou Siri, ou par l'utilisation de la reconnaissance faciale que Facebook peut utiliser ou que certaines compagnies de téléphones cellulaires utilisent, ce qui nous permet maintenant de déverrouiller nos téléphones cellulaires en seulement regardant la caméra de celui-ci, ou bien encore les algorithmes qui nous proposent des items, des publications, des films que l'on devrait aimer en considérant nos comportements passés. Mais pour mieux comprendre qu'est-ce que l'intelligence artificielle, évidemment, pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, évidemment, la première question à répondre, la première question à poser, c'est qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et l'objectif de répondre à la question devrait être d'en donner une définition. Ça peut paraître une question simple, mais c'est loin en fait d'être une question simple, c'est une question plutôt complexe. Et une des raisons qui peut expliquer pourquoi c'est une question complexe de répondre à qu'est-ce que l'intelligence artificielle, c'est qu'on c'est pas évident pour nous non plus de définir tout simplement qu'est-ce que l'intelligence. Évidemment, le terme intelligence artificielle réfère à intelligence. C'est pas clair pour nous de délimiter qu'est-ce qui est un comportement intelligent, qu'est-ce qui est une manifestation de l'intelligence. Donc, ça pose certaines difficultés à définir qu'est-ce que l'IA. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut se contenter d'avancer la définition suivante de l'intelligence artificielle, qui n'est pas parfaite, mais qui est une définition avec laquelle au moins on peut travailler, qui est le domaine de l'informatique. Donc, l'IA, c'est le domaine de l'informatique qui se spécialise dans la simulation de l'intelligence humaine. Plus spécifiquement, c'est le domaine qui se spécialise dans certaines tâches propres à l'intelligence humaine, par exemple, analyser un problème et évidemment aussi résoudre celui-ci, découvrir des relations dans le monde ou parmi un ensemble de données qui sont dans ce cas-ci des données qui prennent la forme numérique, que ce soit de prendre des décisions, donc les systèmes d'aide à la décision qu'utilise l'intelligence artificielle, ou encore percevoir le monde, perception ici étant comprise au sens large, pas nécessairement seulement la perception visuelle, mais évidemment comme incluant la perception visuelle. Donc l'IA, c'est le domaine de l'informatique qui se spécialise dans la simulation de l'intelligence humaine. Et avant d'aller plus loin, c'est important de faire une distinction pour bien comprendre de quel type d'intelligence artificielle on parle lorsqu'on parle d'effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. La distinction entre IA étroite et IA générale. Donc, l'intelligence artificielle étroite consiste à développer une machine qui peut accomplir une tâche relativement spécifique, même si, en fait, cette tâche relativement spécifique peut être composée de différentes tâches, et même si c'est des tâches relativement complexes. Par exemple, un exemple classique, c'est jouer aux échecs. Un exemple plus contemporain, c'est de jouer au jeu de Go. Mais aussi,
les assistants vocaux que les gens installent dans leur maison sont capables, ce qu'ils sont capables de faire, c'est des tâches qui sont relativement spécifiques. Comprendre du langage naturel, comprendre des questions qu'on leur pose et nous répondre. Évidemment, c'est des tâches complexes, des tâches très difficiles à maîtriser pour une machine, mais ça reste des tâches relativement spécifiques. Donc, l'intelligence artificielle générale, de son côté, c'est une machine qui pourrait accomplir toutes les tâches qu'un être intelligent pourrait aussi accomplir. Et évidemment, dans ce type de situation, dans ce type d'exemple, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générale, l'image qui nous vient souvent en tête, c'est un robot qui prend un peu la forme d'un être humain, mais qui serait beaucoup plus fort que nous, beaucoup plus rapide que nous, beaucoup plus intelligent que nous, beaucoup plus rapide à résoudre certains problèmes mathématiques que nous. Et c'est souvent la possibilité même de développer quelque chose comme une intelligence artificielle générale, qui est aussi parfois appelée dans la littérature une intelligence artificielle forte, qui soulève les craintes les plus virulentes contre l'intelligence artificielle. Donc, c'est des craintes qui peuvent être de différentes natures, mais elles évoquent la plupart du temps la possibilité que l'IA devienne plus intelligente que les êtres humains, qu'elle puisse manipuler de manière systématique les êtres humains, qu'elle puisse nous contrôler, etc., etc. Évidemment, pour le moment, je peux me tromper, mais je pense que la plupart, en fait, l'essentiel de la recherche sur l'intelligence artificielle porte sur l'intelligence artificielle étroite et non pas sur l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale relève plutôt en ce moment quelque chose comme de la science-fiction, d'une idée, plutôt que quelque chose de concret. Donc évidemment, votre assistant personnel Alexa ou Google Home peut vous commander une pizza à la pizzeria du coin, mais il ne peut pas encore se mouvoir dans le monde, par exemple. Il ne peut pas encore se lever ou en fait, tout simplement se déplacer dans une pièce et aller répondre lorsque le livreur est arrivé pour vous donner votre pizza. Donc, en ce moment, ce sur quoi il faut se préoccuper en tant que société, ce n'est pas nécessairement à la possibilité de l'IA générale. Évidemment, on peut faire de la recherche sur ce serait quoi les effets de l'IA générale sur la société ou sur la communauté, mais les enjeux les plus criants d'un point de vue social relèvent des effets de l'intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire un système d'intelligence qui sont capables d'accomplir des tâches relativement spécifiques. Évidemment, ici, j'ai entre autres les avancées d'intelligence artificielle qui pourraient avoir des effets sur le monde du travail, mais on pourrait aussi évoquer l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient avoir des effets néfastes sur notre vie démocratique, sur notre système juridique, par exemple. Donc, avec le document de travail sur les effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, les objectifs de la commission sont, en fait, il y a deux objectifs principaux des travaux actuels de la commission. Le premier, c'est d'établir un portrait d'ensemble des effets de l'IA sur le monde du travail. Donc, c'est une étape nécessaire parce que ce n'est pas toujours évident d'identifier quels effets de l'IA sur le monde du travail sont probables et lesquels ne le sont tout simplement pas. Donc, quels effets que pourrait réellement avoir l'intelligence artificielle sur le monde du travail? Évidemment, si on veut réfléchir sur les effets de l'IA sur le monde du travail, il faut commencer par identifier quels sont ces effets ou quels sont les effets les plus probables. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les questions éthiques les plus importantes à discuter pour que l'IA participe au bien commun, pour qu'elle soit favorable au plus grand nombre. Donc, il existe au moins 3 niveaux d'analyse lorsqu'on réfléchit à aux effets éthiques d'une technologie. Et il est tout à fait pertinent de distinguer les 3 niveaux d'analyse pour bien comprendre où se situe la réflexion actuelle de l'intelligence artificielle, même si j'ai déjà évoqué où elle se situait dans mon introduction. Donc, le premier niveau, c'est celui des champs techno-scientifiques. À ce niveau-là, il est question d'évaluer une technologie sans prendre en compte ses manifestations ou applications concrètes. Par exemple, l'intelligence artificielle en tant que telle, sans nécessairement réfléchir sur les manifestations concrètes de l'intelligence artificielle. On pourrait réfléchir aux enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle. Le deuxième niveau d'analyse, c'est celui des technologies.
À ce niveau-là, il est question d'évaluer des produits, des outils ou des procédures qui concrétisent une technologie. Par exemple, si on continue avec l'exemple de l'intelligence artificielle, différents outils ou procédures qui concrétisent l'intelligence artificielle, c'est des réseaux de neurones artificiels d'apprentissage profond, ce sont des différentes manières de développer cette chose qu'est l'intelligence artificielle. Et le troisième niveau, c'est celui des applications et des contextes d'utilisation, où il est vraiment question d'évaluer les usages particuliers d'une technologie. Par exemple, on pourrait réfléchir aux robots collaboratifs, aux systèmes d'aide à la décision, aux assistants personnels, aux véhicules autonomes, etc., etc. Et, je pense l'avoir déjà dit, mais la réflexion actuelle de la Commission sur les effets de l'IA sur le monde du travail se situe au troisième niveau, soit celui de l'application des contextes d'utilisation, plus spécifiquement le contexte d'utilisation de l'IA qui est propre au monde du travail. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à émettre certaines, par exemple, de recommandations au niveau des champs technoscientifiques ou au niveau des technologies en ce qui concerne l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas notre point d'intérêt principal. Et un deuxième aspect méthodologique qui est important de souligner lorsqu'on réfléchit à l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est une technologie émergente. Donc, une des difficultés à laquelle on doit faire face dans un contexte où on peut réfléchir aux effets d'une technologie émergente, c'est l'incertitude quant aux effets réels qu'une technologie va avoir. Même si on peut identifier certains effets, on n'a pas encore un portrait complet, parce que la technologie n'est pas encore au niveau où elle est stable, est utilisée de façon par beaucoup d'acteurs dans un contexte d'utilisation particulier. Donc, on est dans une situation qui est semblable à celle du dilemme de contrôle lorsqu'il est question des technologies. Le dilemme du contrôle, en fait, c'est qu'au moment où on peut réfléchir à une technologie émergente et prévoir les inconvénients que celle-ci pourrait avoir, on ne connaît tout simplement pas les inconvénients que celle-ci pourrait avoir. On peut les imaginer, on peut spéculer, mais techniquement, on ne connaît pas ces effets ou ces inconvénients. Et lorsque nous savons les effets qu'une technologie émergente a, donc lorsque la technologie n'est plus une technologie émergente, il est, en un certain sens, c'est un peu trop tard pour prévenir ces effets, ou il est un peu trop tard pour modifier la manière d'implanter une technologie dans un contexte donné. Donc, le dilemme du contrôle, ce qu'il nous dit, c'est que contrôler ou orienter une technologie émergente pour que ces effets soient positifs comporte une certaine difficulté, une difficulté qui est empreinte d'incertitude. Il y a évidemment différentes approches qu'on peut prendre pour faire face à cette difficulté. L'approche que nous avons décidé de retenir, c'est une approche par scénario, où plusieurs scénarios différents déploient les effets que certains considèrent comme étant probables d'une technologie émergente. Donc, l'objectif d'y aller avec une approche par scénario, c'est que l'analyse de différents scénarios permet d'identifier les effets probables d'une technologie émergente. Évidemment, c'est toujours des scénarios qu'il faut prendre avec une certaine prudence. Donc, ils sont pas nécessairement, les scénarios ne veulent pas nécessairement prédire l'avenir, mais ils cherchent à identifier ce qui est probable d'arriver. C'est seulement en tentant d'identifier un ou plusieurs scénarios qui sont les plus probables qu'on peut vraiment déployer une réflexion éthique sérieuse. Donc, l'automatisation, c'est un phénomène de remplacement de la force humaine par des machines qui est loin d'être quelque chose de particulièrement nouveau. Mais ce que promet l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser un ensemble de plus en plus grand de tâches qui étaient jusqu'alors réservées aux êtres humains. Donc, c'est des tâches qui étaient réservées jusqu'à maintenant aux êtres humains, soit parce qu'elles demandaient un niveau de dextérité fine qui est propre aux êtres humains, ou bien parce qu'elles demandaient des capacités cognitives qui sont également propres aux êtres humains. Mais, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que les développements technoscientifiques liés à l'IA permettent d'ouvrir un nouvel éventail de tâches qui sont automatisables. Et on peut identifier, on peut diviser toutes les tâches en suivant deux axes, qui n'est pas une division parfaite, mais qui est une division utile lorsqu'on peut réfléchir
on veut réfléchir aux effets de l'IA sur le monde du travail, en suivant deux axes. Le premier qui est celui cognitif versus manuel, le deuxième étant celui routinier versus non routinier. Et ce qui est nouveau avec l'intelligence artificielle, c'est qu'avec des algorithmes, par exemple, de plus en plus développés, l'IA peut à la fois automatiser des tâches routinières que des tâches non routinières, peut à la fois automatiser des tâches cognitives que des tâches manuelles. Évidemment, les tâches routinières, parce qu'elles répondent à des règles explicites, les règles sont plus faciles à codifier vont toujours être plus faciles à automatiser. Mais ce qui est nouveau, ce qui est un apport important de l'intelligence artificielle, c'est que du moins, ça a le potentiel d'automatiser également des tâches qui sont non routinières, surtout par exemple avec l'apprentissage machine. C'est-à-dire qu'une machine peut, dans un certain sens, apprendre par elle-même à accomplir une tâche. Donc, on n'a pas nécessairement à coder des règles explicites ou à lui donner des règles explicites à suivre. La machine peut, par exemple, essai-erreur, en arriver à déterminer quel processus il faut suivre pour accomplir une tâche, un peu comme un être humain pourrait lui aussi le faire. Donc, pour donner quelques exemples, l'IA pourrait accomplir des tâches liées aux services alimentaires, au monde agricole, à la conduite de camions de livraison, aux services financiers, à la recherche juridique, à la traduction, etc. Donc, c'est principalement des tâches qu'on peut considérer comme étant routinières, mais comme je le disais il y a un moment, de plus en plus, l'IA va permettre d'automatiser des tâches non routinières, des tâches qui répondent à des règles qui sont plus difficiles à codifier, et autant au niveau des tâches qui sont considérées comme étant plus cognitives que des tâches qui sont considérées comme étant considérées de plus manuelles. Donc, c'est ce qui est nouveau avec l'intelligence artificielle. Donc, je reviens maintenant au scénario. Par une analyse de la littérature, essentiellement de la littérature économique qui porte spécifiquement sur les effets de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur le monde du travail, mais aussi pour certaines études qui portent plus largement sur les effets des technologies numériques sur le monde du travail, il est possible de formuler au moins 3 scénarios quant aux effets de l'IA sur le monde du travail. Le premier, qui est peut-être pour certains du moins le plus inquiétant, c'est que l'IA entraînerait une perte d'emploi importante. Donc, c'est le scénario le plus pessimiste ou le plus inquiétant. Et c'est surtout un scénario qui est soutenu par ce qu'on pourrait considérer comme étant une interprétation d'un article important qui a été écrit par Frey et Osborne, qui a été publié officiellement en 2017, mais qui a circulé depuis 2013. Un article qui porte sur le marché du travail américain, qui annonce que 47% des travailleurs américains sont à risque de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Le deuxième scénario, peut-être un peu plus optimiste, soutient que, l'IA va éliminer peut-être plus d'emplois qu'elle en créera, mais sans nécessairement causer une perte d'emploi importante. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que l'IA va créer autant d'emplois qu'elle va en éliminer, mais peut-être qu'elle n'en éliminera pas tant que ça non plus. Donc, nous avons le deuxième scénario, il va y avoir une perte d'emploi nette sans avoir nécessairement une perte d'emploi importante. Troisième scénario, ce qu'on pourrait considérer comme étant le plus optimiste, c'est que l'IA va finir par créer, grosso modo, autant d'emplois qu'elle va en éliminer, que le marché du travail va avoir la capacité de s'auto-réguler. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais à relativement moyen terme, l'IA va venir par créer autant d'emplois qu'elle va en éliminer. C'est un scénario qui est principalement soutenu par des considérations historiques. Donc, l'intelligence artificielle, c'est loin d'être la première technologie qui peut avoir des effets importants sur le monde du travail. Et certains vont dire que jamais une technologie importante a eu un tel effet que, sur le moyen terme, éliminer plus d'emplois qu'elle a fini par en créer. Donc, des considérations historiques qui soutient que l'innovation technologique, dans le passé, a toujours fini par créer plus d'emplois qu'elle en a éliminé. Et une constante, et que pour que une constante pour tous ces scénarios, c'est que l'IA va modifier le contenu des emplois actuels, des emplois disponibles. Donc, elle va modifier le contenu des emplois disponibles au sens où des systèmes d'intelligence artificielle, donc des machines, vont pouvoir accomplir une partie des tâches de beaucoup d'employés, ce qui va faire en sorte que
les gens qui sont toujours à l'emploi, qui sont toujours dans une situation d'emploi, vont devoir développer des nouvelles compétences, vont devoir apprendre à accomplir des nouvelles tâches. Donc la question devient, est-ce que c'est possible de privilégier un seul scénario? Là, évidemment, ici, il faut faire preuve d'une certaine prudence, mais, disons, en commission, on a fait le pari que, oui, il était possible de privilégier un seul scénario, d'en privilégier un par rapport aux autres, tout en acceptant le fait que ce n'est pas un scénario qui est prédictif, que c'est tout à fait probable qu'il soit nécessaire de réviser notre propre conclusion par rapport au scénario qui est le plus probable. Et le scénario qu'on a décidé de privilégier, c'est le deuxième, principalement parce qu'on considère qu'il y a des enjeux, qu'il y a des problèmes à la fois avec le premier et le troisième scénario. Donc, rapidement, le problème le plus important avec le premier scénario, c'est que il semble être le cas que, pourrait être le cas que l'intelligence artificielle élimine beaucoup d'emplois, seulement si, justement, on prend comme unité de mesure l'emploi plutôt que la tâche. L'enjeu ici, c'est que l'intelligence artificielle, ou l'automatisation comme telle, ne porte pas sur l'emploi, elle porte sur des tâches. Et le fait de dire, par exemple, qu'un travailleur est à risque de perdre, est à risque d'avoir des effets dus à l'intelligence artificielle, même si son emploi est constitué, par exemple, de 55% de tâches automatisables, ça ne veut pas nécessairement dire que son emploi va être éliminé, parce qu'il en reste quand même un autre 45% qui pourrait faire en sorte que ne soit pas bénéfique pour son employeur d'éliminer cet emploi. Le 45% des tâches pourrait faire en sorte que son emploi est impossible à automatiser. Donc, il semble que ce scénario plus pessimiste, du 47% ou de perte importante d'emploi, est soutenu par une unité de mesure qui serait l'emploi plutôt que la tâche, alors que ce que permet réellement l'intelligence artificielle, l'automatisation, c'est d'automatiser justement des tâches et non pas d'automatiser des emplois. Donc, il faut avoir une unité de mesure plus fine, plus précise, si on veut en arriver à une conclusion plus acceptable. Et le problème avec le troisième scénario, c'est qu'il repose, un problème de différente nature, j'en conviens, c'est qu'il repose sur des considérations historiques qui pourraient ne pas s'appliquer dans le contexte actuel. Donc, les gens qui soutiennent que l'intelligence artificielle n'éliminera pas plus d'emplois qu'elle va en créer ont peut-être raison de souligner que dans le passé, ça n'a jamais été le cas, qu'une technologie a éliminé plus d'emplois qu'elle en a créé. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que ça va être vrai pour l'intelligence artificielle. Évidemment, ça peut nous donner de l'espoir que les effets de l'intelligence artificielle ne sont pas si catastrophiques. Mais dans le contexte actuel où les effets de l'intelligence artificielle nous sont encore grandement inconnus, il semble plutôt approprié d'y aller avec une certaine attitude de prudence et de privilégier le deuxième scénario, selon lequel il pourrait y avoir, ou il y aura fort probablement, une perte nette d'emploi. Donc, le marché n'aura pas nécessairement cette capacité de s'auto-réguler. Donc, ça nous laisse avec le deuxième scénario. Et selon ce scénario, il va y avoir, comme je le disais, une perte nette d'emploi. Et selon des chiffres avancés par l'OCDE en 2018, il va y avoir 14% des emplois qui ont un haut risque d'automatisation. Les emplois constitués de tâches routinières, évidemment, sont plus à risque. Et un fait très important à noter, c'est que les travailleurs moins qualifiés sont à risque. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que, par exemple, un radiologiste est un individu, c'est un travailleur pour lequel il pourrait être possible d'automatiser son emploi, qui va nécessairement perdre son emploi. Ils ont des rapports de force que les travailleurs moins qualifiés n'ont pas nécessairement. Donc, c'est pour le premier effet. Le deuxième, comme je le disais un petit peu plus tôt, soutient que le contenu des emplois va aussi être modifié. Certains travailleurs actuels vont devoir développer des nouvelles compétences et apprendre en fait des nouvelles tâches pour rester compétitifs sur le marché du travail. Et il est fort à parier que les compétences requises par les emplois qui vont être créés par l'intelligence artificielle, ce n'est pas nécessairement des compétences que les travailleurs qui perdront leur emploi maîtrisent actuellement. Donc, par exemple, dans la littérature économique, il est souvent affirmé que ce que les économistes considèrent, ce que certains considèrent comme étant des compétences proprement humaines,
vont être en très grande demande. Pour donner quelques exemples, par exemple, les compétences communicationnelles, les compétences liées à la compréhension d'émotions complexes, les compétences liées à la gestion, les compétences liées à la création. C'est peut-être des compétences qui vont être en demande, c'est pas nécessairement non plus, ça va modifier par le fait même le contenu des emplois. Donc, les travailleurs vont avoir à développer des nouvelles compétences pour accomplir de nouvelles tâches. Plus spécifiquement encore, selon l'OCDE en 2018, il y aurait 32% des emplois qui devraient subir de profonds changements, c'est-à-dire que c'est des emplois qui se situent dans une branche, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de tâches automatisables qui se situe entre 50 à 70%. Donc, c'est ces travailleurs qui vont devoir développer des nouvelles compétences. Et de manière très importante, l'intelligence artificielle pourrait réduire le nombre de travailleurs occupant un poste à temps plein. Donc, il est tout à fait possible que pour certains emplois, pour certains travailleurs, étant donné que l'intelligence artificielle peut accomplir certaines de leurs tâches, qu'il n'y ait plus assez de travail pour que tous aient un poste à temps plein. Donc, ce sont les effets principaux qui sont suggérés par ce deuxième scénario, et c'est, du moins jusqu'à maintenant, les effets sur lesquels on se base pour guider notre réflexion éthique. Évidemment, on est tout à fait conscient que ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les effets qui vont venir, et qu'il est tout à fait probable aussi qu'on soit dans l'obligation de réviser notre conclusion par rapport au deuxième scénario. Maintenant, la dernière section, les enjeux pour la justice sociale. Et en fait, idéalement, dans une analyse éthique, une analyse éthique est composée de deux grandes étapes. La première, qui est l'étape d'identification, où on identifie les enjeux qui sont les plus importants. La deuxième étape, qui est une étape d'évaluation, où on analyse de façon beaucoup plus spécifique les enjeux, on analyse les valeurs qui sont nécessaires pour comprendre les différents enjeux, les principes, et aussi quelles valeurs il faut mettre de l'avant. En ce moment, à la commission aux travaux, on est dans seulement l'étape d'identification, c'est l'étape que je vais vous présenter. L'étape d'évaluation est réservée pour plus tard. Et évidemment, jusqu'à maintenant, j'ai insisté sur les effets plutôt négatifs de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'aura pas d'effets positifs. Bien au contraire, l'intelligence artificielle va avoir des effets positifs. Elle pourrait, par exemple, créer beaucoup plus de richesses collectives. Elle pourrait créer de très bons emplois que les travailleurs vont considérer comme étant payants, stimulants. Mais ici, l'enjeu, c'est que pour que ces effets positifs soient réels, il faut trouver aussi une manière de considérer les effets plus négatifs, perspective, dans le but en fait d'atténuer les effets plus négatifs pour maximiser les effets positifs par rapport aux effets négatifs. Et c'est encore plus probant dans une situation où les risques liés à l'implantation de l'IA dans le monde du travail ne sont pas partagés de manière égale par tous. Donc, j'évoquais cet exemple un peu plus tôt, mais je vais le rappeler. Les travailleurs moins formés sont souvent considérés comme étant plus à risque de perdre leur emploi dû à l'automatisation. Donc, ils sont porteurs d'un risque qui est plus important lié à l'IA, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont également porteurs d'un bénéfice. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont voir la lumière des bénéfices que l'IA pourrait créer. Donc, la principale question qui guide notre réflexion éthique, c'est comment veiller à ce que le déploiement de l'IA soit profitable pour le plus grand nombre. Et pour nos travaux en fait, qui s'en viennent dans la prochaine année, on a décidé de focaliser plus spécifiquement sur des enjeux de justice distributive, qui apparaissent comme étant les enjeux les plus urgents. La question devient plus spécifiquement comment veiller à ce que la valeur générée par l'IA profite au plus grand nombre. Et par valeur, on parle principalement de richesse et de biens. Donc, pour aujourd'hui, il est possible de se limiter à une définition relativement minimale de la justice distributive, c'est-à-dire le type de justice qui concerne la distribution des richesses et des biens créés par la société ou la collectivité. Donc, plus spécifiquement, certains travailleurs vont perdre leur emploi et perdront par le fait même, considérant que dans nos sociétés, dans notre société contemporaine, l'emploi est la principale source de revenus des individus, vont également perdre leur principale source de revenus. La question devient donc quoi faire avec ces gens qui auront perdu leur emploi et plus spécifiquement, il va être nécessaire de revoir certaines politiques de redistribution des richesses, quelque chose qui serait nécessaire pour que l'IA soit profitable pour le plus grand nombre.
Donc, s'il y a vraiment des effets importants sur le monde du travail, peut-être que les programmes actuels, même s'ils existent, même s'il y a des programmes qui existent pour couvrir les gens qui perdent leur emploi, peut-être que ce ne sera plus nécessairement des programmes qui favorisent la justice sociale, seront peut-être plus adaptés au nouveau marché du travail. Et la problématique est double, car si certains emplois sont éliminés, ça peut aussi évidemment représenter une perte de revenus de la part de l'État, en plus de représenter une nouvelle dépense potentielle, pas nécessairement à court terme, mais sur le plus long terme. Et pour pallier à cette problématique, plusieurs évoquent la possibilité d'une taxe robot qui prendrait la forme d'une nouvelle taxation, d'une nouvelle taxe pour toutes les entreprises qui élimineraient des emplois par l'utilisation de systèmes d'IA, tout simplement par le processus d'automatisation des emplois, ou bien de considérer les robots, certains considèrent les robots comme étant, certains pensent qu'on devrait considérer les robots comme des personnes morales qui doivent payer des taxes, en fait des taxes que l'employeur ou l'utilisateur des robots devrait payer sur la richesse que les robots génèrent. Évidemment, plusieurs émettent des doutes contre une telle taxe, principalement parce qu'elle pourrait, par exemple, bloquer l'innovation ou même bloquer les effets plus positifs qui peuvent être liés à l'intelligence artificielle. Mais le fait même que la notion de taxe robot soit discutée soulève la possibilité qu'il est tout à fait possible, en fait, la possibilité que la manière dont on organise actuellement la distribution des richesses soit pas adaptée à ce qui s'en vient dans le futur. Évidemment, certains vont avoir perdu leur emploi parce qu'ils vont être remplacés par des machines utilisant l'intelligence artificielle. D'autres vont devoir apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles tâches. Et pour demeurer en emploi, pour ces deux catégories de personnes, une question de formation professionnelle qui devient primordiale. En fait, ça devient primordial dans ce cas-ci pour atténuer les effets plus négatifs qui peuvent être liés avec l'implantation de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Mais évidemment, dire que la formation professionnelle est importante, ce n'est pas la fin de la question, surtout d'un point de vue éthique. La question principale, du moins de mes yeux, c'est comment concilier les intérêts des travailleurs et des employeurs. Donc, les travailleurs vont vouloir avoir la formation qui leur permet d'être compétitifs sur le marché du travail, et fort probablement aussi au moindre coût, surtout pour ceux qui auront perdu leur emploi. Les employeurs vont vouloir avoir des employés qualifiés et compétents, mais pourront quand même se garder évidemment une certaine marge de profit. Et la question devient, est-ce que tous ces intérêts sont de facto compatibles et sinon, comment les concilier? Et pour les travailleurs qui occupent toujours un emploi mais qui ressentent le besoin de suivre la formation continue pour développer des nouvelles compétences, la question devient aussi comment va être possible d'organiser leur horaire de travail de telle manière qu'ils puissent suivre des formations professionnelles. Et aussi la question qu'il faut discuter, c'est est-ce que c'est même dans l'intérêt des employeurs que leurs employés développent des nouvelles compétences, soient plus compétitifs sur le marché du travail. Évidemment, il y a la question des coûts, qui va être responsable de payer pour une telle formation professionnelle, surtout s'il y a beaucoup d'individus qui doivent apprendre à développer des nouvelles, apprendre à maîtriser des nouvelles compétences. Est-ce que c'est l'État qui est responsable des coûts? Est-ce que c'est les employeurs? Est-ce que c'est les employés? Est-ce que c'est les employeurs actuels? Est-ce que c'est les futurs employeurs? Etc. Et finalement, si c'est le cas que l'intelligence artificielle pourrait éliminer des emplois à temps plein, il y a des individus qui risquent de se retrouver de manière involontaire à occuper un emploi à temps partiel, qui risque aussi également d'être moins payant qu'un emploi à temps plein. Et la question, qui est évidemment liée à la première sous-question, est-ce qu'il va être nécessaire d'introduire de nouveaux programmes sociaux dans un contexte dans lequel beaucoup d'individus discutent du revenu minimum garanti ou du revenu minimum universel, dans une situation où l'emploi permanent, l'emploi temps plein pourrait, en fait, l'importance de l'emploi permanent ou de l'emploi temps plein à durée indéterminée pourrait être réduite. C'est qu'il va être nécessaire en tant que collectivité de trouver d'autres manières à ce que les gens puissent obtenir des revenus que par une relation, par le fait d'occuper un emploi. Évidemment, il y a beaucoup de critiques du projet même de revenu minimum universel, revenu minimum garanti. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce serait beaucoup trop dispendieux, mais c'est une question aussi, cet enjeu-là soulève la question de quel rôle on peut donner au travail dans l'organisation de notre société contemporaine, une question qu'on pourrait être obligé à se poser à cause des effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Donc, ça va me faire plaisir de
approfondir chacune de ces questions dans la période de discussion, mais si vous me permettez une courte conclusion. Donc, évidemment, lorsqu'il est question des effets de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, c'est fort probable que l'intelligence artificielle ait beaucoup d'effets positifs, mais si on veut réellement que ces effets soient positifs, si on veut maximiser les effets positifs, il faut également tenter d'atténuer les effets négatifs. Il faut le faire aussi le plus tôt possible, c'est-à-dire à l'étape où il est encore possible en tant que collectivité d'influencer la manière dont l'intelligence artificielle dans le monde du travail va se déployer. Donc, comme toute nouvelle technologie, il va y avoir des effets négatifs. En tant que collectivité, notre défi, c'est d'évaluer comment, tout en respectant la justice sociale, tout en tentant de favoriser le fait que l'IA devrait être bénéfique pour le plus grand nombre, comment on peut faire en sorte d'atténuer ces effets négatifs. Donc, comme je le disais, pour l'année qui s'en vient, à la Commission, on va se concentrer plus spécifiquement sur les enjeux de justice distributive. Notre document de travail qui discute pas seulement des enjeux de justice distributive, mais aussi du bien-être et de la dignité des travailleurs devrait être disponible sur notre site web dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc, je vous invite à suivre les travaux de la Commission sur notre site web. Merci.